Moi j'ai mis 1819, mais c'est entre 1819 et 1823. C'est le moment où Francisco Goya donc, commence à être âgé. Hein. Francisco Goya, il est né en 1746 et il meurt en 1828. En 1819, il a 73 ans. Il est un peu abîmé par l'état politique de l'Espagne à ce moment-là. On en reparlera après, c'est-à-dire entre les guerres d'indépendance napoléoniennes et les guerres civiles. C'est un peu compliqué. En 1819, il achète une maison à la campagne, en banlieue de Madrid, qui s'appelle la Quinta del Sordo, la maison du sourd. Alors, ça tombe bien, mais c'est parce que le propriétaire antérieur était sourd, et puis ça tombe bien parce que lui-même était sourd, donc voilà. Et il va réaliser dans cette Quinta del Sordo, il va réaliser sur 2 pièces, la grande pièce de réception du rez-de-chaussée et la grande pièce de réception du premier étage, il va réaliser un cycle de fresques. Alors, plus ou moins de fresques, plus exactement de peinture, puisque c'est de la peinture à l'huile qui est posée sur de l'enduit. Qu'on appelle les peintures noires. Alors je vais essayer de vous expliquer rapidement comment ça marche et comment on fait avec ça. Donc ça date grosso modo entre 1819 et 1823. 1823, Goya, pour encore des affaires politiques, quittera l'Espagne et ira à Bordeaux. Et puis il finira les quelques années de sa vie. Voilà. Donc, je suis désolé, c'est très vilain, mais j'ai trouvé que ça. Donc voilà, on fait avec ce qu'on peut. Donc voilà, c'est à peu près une reconstitution de ce qu'on appelle les peintures noires. Il y a donc 15 peintures noires en tout. La quasi-totalité des peintures noires sont conservées au Prado à Madrid, puisqu'elles ont été sorties à la fin du 19e siècle de la Quinta del Sordo, et elles ont été transposées sur toile et exposées à Madrid. Il y en a une seule qui ne l'est pas, qui est la dernière que j'ai mise ici, qui est la tête dans un paysage, qui est dans une collection privée à New York, puisqu'elle a été arrachée avant. Donc ça, c'est la manière avec laquelle ça fonctionne. Donc nous, la peinture qui va nous intéresser, elle est ici, elle est au rez-de-chaussée. Et je vais simplement vous lister très rapidement pour comprendre l'organisation de la structure des peintures noires de la Quinta del Sordo, pour que vous ayez quand même une petite idée de l'ensemble de la structure et que vous puissiez comprendre comment fonctionne le rez-de-chaussée. Donc, je vais d'abord commencer par le premier étage, puisque le premier étage, je ne vais pas m'y intéresser aujourd'hui, puisque c'est le rez-de-chaussée qui m'intéresse. Le premier étage, vous avez ici la peinture qui s'intitule Les Moines. Ici, vous avez la peinture qui s'appelle La Rixte, ou La Bataille au Gourdin. Ici, vous avez une peinture très belle qui s'appelle Les Hommes lisants. Ici, vous avez une peinture qui s'appelle Les Femmes riant. Ici, vous avez la Procession du Saint-Office. Ici, vous avez Le Chien, qui est une peinture extraordinaire de cette série. Et ici, vous avez La Vision fantastique, ou Asphodèle. Et puis, au rez-de-chaussée, donc c'est ça qui nous intéresse, puisque c'est du rez-de-chaussée dont on va parler, et d'une peinture au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, vous avez 2 vieux, donc vous avez 2 tableaux de 2 vieux qui sont ici au-dessus de la porte, 2 vieux mangeant la soupe ici. Ici, vous avez la manilla. Ici, vous avez le Shabbat des sorcières, le grand Shabbat des sorcières, avec la figure du taureau ici. Ici, vous avez la procession de l'ermitage de Saint-Isidore. Et vous avez sur le mur du fond, c'est là qui nous intéresse, ici vous avez Judith et Holoferne, et ici vous avez Saturne. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est dans le mur du fond, cette peinture. Voilà, au moins ça vous permet de comprendre comment fonctionne l'ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Ce qui veut dire que le mur où il est, enfin, ça veut dire que l'espace où ce tableau est inscrit, il est inscrit autour de 3 fonctions. Il y a d'abord ce mur, cette fonction. Ici, la manilla, c'est la représentation de sa maîtresse de l'époque. Et on est sur une représentation très vernaculaire et très immédiate, quelque chose qui appartient à son vivant. Ici, vous avez 2 scènes qui appartiennent à 2 espaces sacrés et théologiques de 2 versions différentes, un Shabbat de sorcières, une procession religieuse catholique, et au fond, vous avez 2 choses qui renvoient à du texte qui est beaucoup plus archaïque, c'est-à-dire le texte de la Genèse, un texte de la Genèse et un texte de la mythologie, c'est-à-dire qui renvoie au texte d'Hésiode dans la théogonie. Donc la théogonie grecque et la théogonie, on va dire, chrétienne. Voilà, donc ça c'est la structure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce tableau qui est particulièrement compliqué et qu'on va essayer je vais essayer de vous indiquer des choses autour de ça. Alors, tout ça, on sait que, enfin, on sait. Oui, on le sait parce que Goya l'a dit,
que Goya s'est beaucoup référencé aux théories d'Edmund Burke, et notamment le grand concept d'Edmund Burke dans le 40 ans auparavant, la question de ce qu'on appelle le sublime terrible. Cette question qui est une des fonctions du romantisme, et cette question de... On va passer par ce sublime terrible, c'est-à-dire on va passer par la représentation de l'effroi pour parvenir à une expérience du sublime. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est Saturne dévorant les enfants et d'arriver à comprendre comment ça fonctionne. Alors, ce qui veut dire que sur le mur du fond, tel que je vous l'ai montré, le mur du fond représente un meurtre et un infanticide. Le meurtre, c'est Judith et Holoferne. Judith qui égorge le général Holoferne, qui risque de détruire là où elle habite, et Saturne qui dévore ses enfants. Et c'est le titre, évidemment, le titre de cette peinture, Saturne dévorant l'un de ses fils. Donc c'est une peinture qui a une taille à peu près, ça va, c'est assez grand quand même, c'est 146 par 83, et qui était donc au rez-de-chaussée de la pièce telle que je vous l'ai dit. Alors, petite précision à l'intérieur pour arriver à comprendre ce que c'est. Le titre, c'est donc Saturne dévorant l'un de ses enfants. C'est-à-dire que ça renvoie, par le titre, ça renvoie à une mythologie qui est une mythologie latine, qui est elle-même inscrite depuis une mythologie grecque. C'est-à-dire que le parent grec de Saturne, c'est Cronos. Je précise quand même, parce que souvent on oublie, qu'il s'agit d'un Cronos sans H. K-R-O-N-O-S, qui n'a rien à voir avec le Chronos avec un H. C'est deux choses différentes, qu'il faut absolument pas confondre. Les latins vont faire fusionner les deux, puisque Saturne deviendra comme fonction une fonction de dieu du temps, mais chez les Grecs, c'est deux fonctions différentes. Donc, juste pour rappeler quand même là où on en est et pour comprendre les histoires, Cronos est donc le fils de Gaïa, qui est la terre, et d'Ouranos, qui est le ciel. Gaïa a donné, parce que Gaïa ne cesse de subir une sorte de viol d'Ouranos, c'est-à-dire Ouranos ne cesse de venir sur elle. Et donc Gaïa donne à son fils, donc Cronos, une serpe pour qu'il puisse émasculer son père. Il émascule son père, il règne, il se marie avec sa sœur qui s'appelle Rhea, et il a d'abord 5 premiers enfants. Et ces premiers enfants, il va les dévorer les uns après les autres. Il va réclamer, et sa femme lui donnera, et il va les dévorer les uns après les autres. Et c'est au 6e enfant de Rhea. Le 6e enfant, Rhea va l'envoyer en secret en Crète, et elle va donner à la place à Cronos un caillou emmailloté qu'il va avaler. Et ce 6e enfant, c'est Zeus. Zeus grandit, et puis quand il est suffisamment grand, il va venir combattre son père pour régner à sa place, et il va venir lui faire vomir ce qu'il a avalé, et le père va vomir le caillou, et vomir évidemment les 5 enfants qu'il a déjà avalés, et ces 5 enfants sont Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Bon, ça c'est la base. Une fois qu'on a ça, on a cette chose très compliquée de cette histoire mythologique. Donc c'est évidemment le fondement de cette peinture, et c'est à partir de ça évidemment que Goya fait cette peinture. Tout ce que je vous raconte, le résumé très brief que je vous ai fait, c'est évidemment issu de la théogonie d'Hésiode. C'est du point 490 à 496, 97. C'est tout le récit, évidemment, dans la théogonie de la prise de pouvoir de Cronos et de la destitution de Cronos par Zeus. Il y a plein d'autres histoires qui viennent derrière, mais ça, c'est autre chose, et on en parlera après. Si on fait une description de la peinture, la description est assez simple, elle va être assez rapide. Saturne est représenté probablement nu. Alors il y a plein de thèses et d'hypothèses qui présupposent que cette zone qui a été extrêmement abîmée par le passé, et on a 2 commentaires qui nous disent qu'à l'origine, il était représenté avec un sexe en érection. Bon, de toute façon, on ne l'a pas. Donc, voilà. Mais en tout cas, il est probablement représenté nu. Il est accroupi, le corps tordu et les articulations, ça c'est évidemment le coup de génie de Goya, les articulations sont traitées avec une sorte de blancheur et de luminosité extrêmement forte. Il est hirsute avec des cheveux longs, une bouche immensément ouverte qui dévore donc l'un des membres d'un enfant mort, et il a les yeux exorbités. Le cadavre de l'enfant est beaucoup plus blanc que lui, sans tête et sans bras droit et couvert de sang. Le tableau est sombre, sans fond, sans rien. Il est très simplement et très radicalement la scène d'une terreur hallucinée. Point à la ligne, rien de plus à dire. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant ?
Alors, je vais essayer de vous proposer, je ne sais plus combien j'en ai, je crois que j'en ai 5. J'ai 5 hypothèses à vous proposer pour arriver à lire cet objet. La première chose, c'est donc de le lire dans une tradition logique, dans l'histoire de la peinture. C'est une scène hallucinée qui appartient au sublime terrible et qui représente un des actes fondateurs qui est issu de la théogonie d'Hésiode. Voilà. Et qui a quelque chose à voir avec la construction du monde et donc avec la construction de l'être. Ça veut dire que ce tableau est à la fois un problème mythologique et c'est un problème d'existentialité et d'existentialisme, parce que ça dit quelque chose sur l'origine de la condition de l'existence et de la condition de l'humanité. Il ne faut jamais oublier que dans la théogonie d'Hésiode, en même temps que Cronos prend le pouvoir, l'humanité commence. L'humanité commence en même temps que Cronos, et c'est ce qu'on appelle l'âge d'or. C'est-à-dire que l'âge d'or de l'humanité est parallèle à cette espèce de terreur qui est produite dans la cosmogonie et dans la relation que les dieux ont entre eux. Deuxième hypothèse. Bon, ça, c'est la première hypothèse, c'est la plus simple, ça rien d'exceptionnel, il n'y a pas de... Voilà, c'est la plus simple. Deuxième hypothèse, on est donc toujours sur la question d'une représentation d'une mythologie antique, mais pour ça, pour arriver à comprendre comment ça marche, je vais essayer de vous émettre une hypothèse sur la structure du tableau, parce qu'évidemment, ça a été toujours un des grands trucs qui me fascine, c'est d'arriver à comprendre comment les tableaux fonctionnent. Et je me suis longtemps posé la question et je me suis dit, il n'y a donc pas de structure dans ce tableau, sauf qu'à un moment, j'ai fini par comprendre. Imaginez qu'il y en avait une, et c'est ça que je vais vous proposer. La structure du tableau, c'est ça. Une convulsion. C'est-à-dire, c'est ce qui suit les tracés du corps, plus ou moins démembrés, plus ou moins chaotiques de Saturne, et qui suit ça. C'est-à-dire que si on regarde, on a donc une sorte de convulsion du corps de Saturne. Qu'est-ce que ça indique, ces convulsions? Ces convulsions produisent une sorte de grand zigzag qui traverse le tableau, et qui donc renverrait à une forme intentionnalisée chez Goya de fabriquer dans le geste convulsif de Saturne ce qui mettra fin à son règne, puisque l'enfant qui a échappé à sa dévoration et qui va venir lui faire vomir le monde et qui l'émasculera, cet enfant, c'est Zeus, c'est le dieu de la foudre. Et donc on retrouverait dans la forme même du corps le signe de la fin de la destinée de sa gouvernance. Alors voilà, c'est une hypothèse, on peut ne pas l'apprécier, mais en tout cas, j'aimais cette hypothèse de cette résolution dans le geste du corps, cette résolution de cette convulsion qui est le signe de ce qui mettra fin au règne infini de Cronos. Puisque c'est toute une question compliquée. Cronos, il est entre ce qu'on appelle l'aion, c'est-à-dire l'éternité, qu'il bloque pour éviter qu'il y ait tout destiné, et évidemment la possibilité de rompre tout espace opportun de la temporalité du kairos. Et donc cette convulsion prendrait signe dans la peinture de ce qui sera le geste de la fin de Cronos. Troisième hypothèse. Ça pourrait signifier, en tout cas dans la grande lignée des préoccupations de Goya, une représentation de l'effondrement des règnes. Bon, ça vient de la thèse que je vous ai dit. Cronos dévore ses enfants, il dévore le temps de sorte qu'ils se maintiennent comme une éternité. C'est cette question de l'aion pour éviter qu'il y ait toute autre chose et tout accident qui fasse quoi que ce soit. Ce pourrait donc être l'image de tout pouvoir dévorant ce qui l'entoure pour garantir son règne. Ce qui serait assez logique dans les préoccupations de Goya de l'époque et dans la situation politique de l'époque de l'Espagne et de l'Europe. Quatrième hypothèse, qui va avec ce que je viens de dire, c'est qu'on aurait une représentation d'une terreur hallucinée du monde et de l'histoire. Il ne faut jamais oublier que l'Espagne vient de traverser de 1804 à 1814 les guerres d'indépendance, qui ont été d'une brutalité sans fin contre Napoléon et contre les armées françaises et napoléoniennes, et ensuite toutes les guerres civiles qui ont succédé, ce qui fait que Goya a traversé à peu près 15 ans d'un régime de chaos et d'un régime politique de chaos. Il ne faut jamais oublier aussi que dans cette même période, l'Europe est quand même une Europe qui a subi, avec les guerres napoléoniennes, la perte de près de 9 millions de personnes. C'est une impression massive de désastre, évidemment, pour l'Europe, alors que l'Europe sortait de cette idée que la révolution pouvait permettre l'idée d'une nouveauté politique et de nouveauté
sociale. Et en fait, non, il y a une continuité dans la dévoration de la gouvernance, une continuité de cette terreur hallucinée qui ne cesse que de s'enfermer et de se retourner sur elle-même. Et donc, tout ce qui appartiendrait à une sorte d'espoir politique ne se fait en fait que infiniment dévoré par la fonction de la gouvernance. Et enfin, cinquième et dernière hypothèse pour comprendre ce tableau absolument délirant, qu'il faut comprendre en fait que derrière tout ça, il y a aussi une autre préoccupation qui n'a cessé d'habiter Goya, qui est cette fois-ci plus un problème politique, comme on vient de le voir dans l'hypothèse 4, mais qui est un problème cette fois-ci d'histoire de l'art et d'esthétique. Il ne faut jamais oublier que, et on sait parce que Goya a travaillé dessus, on sait qu'il était infiniment préoccupé de ça et que Goya a lu Burke et que Burke a travaillé sur cette question pour théoriser le sublime terrible, c'est cette question qui ne cesse de hanter la pensée occidentale, qui est la question du fragment 1448 dans la poétique d'Aristote. Or, qu'est-ce que dit Aristote dans le fragment 1448 ? Il affirme que ce que nous sommes en tant qu'humanité, c'est une préférence de la représentation plutôt que de la chose en elle-même. C'est-à-dire qu'on serait capable d'accepter n'importe quoi comme terreur, à condition que ce soit une représentation et que ce ne soit pas le réel, ni la réalité. Et qu'il y a ça aussi qui est indiqué donc dans ce tableau, qui est que qu'est-ce qu'on fait de cette longue tradition, qui est ce qu'on appelle la tradition de l'interprétation de la mémésis, qu'est-ce qu'on en fait de cette tradition ? Où on va avec cette lecture de ça ? Est-ce qu'on préfère le représenter ou est-ce qu'on est capable de tenir devant ce qui a eu lieu ? En même temps, Goya a tenu devant ce qui a eu lieu. Il faudra un jour que je vous fasse un commentaire du Dos et du 13 des Maillots, et principalement du 13 des Maillots, pour comprendre en fait comment ça marche avec la lumière chez Goya, pour réaliser en fait un événement politique sans transcendance. Et donc, il y a évidemment tout ça qui importe. Là, on est dans autre chose. On est vraiment dans un problème d'une expérience hallucinée de l'épreuve de l'être depuis ce qui est là. Et donc, ça veut dire que c'est tout ce qui est dans ce tableau, c'est à la fois un problème politique et c'est aussi à la fois un immense problème de peinture. Qu'est-ce qu'on fait de la terreur ? Et qu'est-ce qu'on fait de la terreur quand elle advient à une forme de sublime ou à une forme de dispositifs qui rentrent dans les espaces de connaissance et dans les espaces de culture. Et c'est ça qui est compliqué, et c'est ça que ce tableau ne cesse de dire. Il n'a cessé de défrayer la chronique, il n'a cessé d'interroger pour la modernité, c'est-à-dire que la modernité, c'est aussi lié à cette terreur, à ce sublime terrifiant, et que ce sublime terrifiant ne cesse de nous habiter et ne cesse de nous hanter. Or, ce tableau, à mon sens, est une immense synthèse. Il met fin à toute la tradition antique de la représentation mythologique et de la représentation allégorique. Et là, on est totalement ailleurs. On est sur une représentation hallucinée de la terreur et en même temps qui fait rentrer ce que nous sommes par l'histoire de l'art depuis cette crise, de nous rappeler que nous devons en permanence assumer systématiquement cette question-là. C'est-à-dire pourquoi nous préférons voir du représenté plutôt que du représenté. Et ce tableau ne cesse de nous le répéter depuis les yeux exorbités et la convulsion de Saturne.